Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'anecdote de la semaine, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la réouverture de la culture. Comme vous le savez, après plus de 6 mois de fermeture, les musées et les lieux culturels ont rouvert leurs portes ce mercredi. Et comme moi, je suis sûr que vous avez hâte de découvrir et même de redécouvrir les chefs-d'œuvre de notre patrimoine. Et d'ailleurs, il y a de quoi faire puisque je rappelle que la France bat tous les records avec plus de 1250 musées. Mais alors, en réfléchissant à cette réouverture, justement, je me suis posé une question. D'où viennent au final les musées que nous avons l'habitude de visiter ? Eh bien, c'est donc le sujet de l'anecdote du jour. Je vais vous en dire plus sur l'origine justement de ces musées que nous connaissons. Alors, commençons par un peu d'étymologie. Le mot musée vient du grec muséion, qui signifie littéralement le temple des muses. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la définition a évolué et un musée est un lieu d'exposition d'œuvres artistiques, culturelles, sociétales ou même scientifiques. Mais alors, vous allez le voir, le musée tel que nous le connaissons aujourd'hui est finalement assez récent. En fait, notre histoire commence dans la dernière partie du Moyen-Âge. Nous sommes au XIIIe et au XIVe siècle, les rois de France comme Charles V par exemple, mais aussi les princes et les ducs du royaume comme le célèbre duc de Berry vont se servir du mécénat d'art pour démontrer leur puissance et leur magnificence. Alors ici, pour information, ce qu'on appelle magnificence à l'époque, c'est cette capacité qu'ont les rois et les princes à dépenser leurs richesses de manière ostentatoire et fastueuse. Alors ils les dépensent pour eux, mais aussi généreusement pour les autres, l'idée étant de montrer leur grandeur et bien sûr leur domination. Ici, il s'agit pour eux de faire preuve de magnificence et de puissance en montrant leur capacité à acquérir des œuvres d'art et des pièces remarquables. Ceci étant dit, c'est surtout à la Renaissance, donc à partir de la fin du XVe siècle, que les rois de France vont officiellement s'inscrire dans un mécénat royal renforcé et beaucoup plus engagé. Et c'est notamment François Ier qui va lancer le mouvement. En effet, François Ier, qui va régner de 1515 à 1547 sur la France, va passer beaucoup de temps en Italie dans sa jeunesse, puis au cours de sa campagne militaire italienne. Par imitation avec les princes italiens, il va ainsi non seulement rassembler et collectionner des œuvres d'art, mais il va aussi et surtout soutenir financièrement des artistes en qui il croit. C'est ainsi qu'il va faire venir Léonard de Vinci à la cour de France en 1516. François Ier va aussi faire appel à des artistes peintres ou encore des architectes pour décorer ses châteaux royaux, comme le célèbre artiste italien, le Primatis, qui va contribuer à faire de Fontainebleau le palais royal prestigieux qu'il est devenu et qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Alors après François Ier, ses successeurs vont continuer à entretenir ce mécénat royal. Ainsi, au XVIe siècle, Henri IV, qui je le rappelle va régner de 1589 à 1610, va faire bâtir la Grande Galerie du Louvre pour accueillir les collections royales qui ne cessent de s'agrandir. Mais en réalité, c'est Louis XIV, qui va donc régner 72 ans sur la France entre 1643 et 1715, qui va donner toutes ses lettres de noblesse au mécénat royal. En effet, le roi Soleil va mettre au cœur de son pouvoir royal le développement de savoir-faire artisanaux et artistiques qui vont faire le luxe et le prestige de la France, mais aussi le succès de la culture française partout en Europe. Louis XIV va ainsi enrichir les collections royales en investissant dans de nombreuses œuvres d'art, mais il va aussi savoir s'entourer des plus grands artistes de son temps, comme par exemple le musicien Jean-Baptiste Lully, le peintre Charles Lebrun, les sculpteurs François Girardon et Antoine Coisvox, ou encore les architectes Levaux et Jules Hardouin-Mansart. Louis XIV va aussi créer des manufactures royales, comme la manufacture des Gobelins pour les tapisseries, ou celle des Glaces pour les miroirs, qui a notamment contribué à créer les miroirs de la Galerie des Glaces de Versailles. En fait, l'idée est de permettre l'autonomie de la France en termes de savoir-faire d'excellence. Louis XIV va également commander du mobilier et des œuvres pour ses châteaux, comme le Louvre, Versailles bien sûr, ou encore Marly, dont il va décorer les intérieurs et les jardins, avec l'aide cette fois du célèbre André Le Nôtre évidemment, pour mettre en lumière sa gloire et celle de la couronne de France. Bref, vous l'aurez compris, Louis XIV va largement développer et étoffer les collections royales. Mais alors pour le moment, ces collections royales, elles sont plutôt privées et confidentielles, et le public n'y a que très peu accès, sauf si on est un proche du roi. En réalité, pour ça, il va falloir attendre le siècle des Lumières, donc le XVIIIe siècle. C'est à cette époque que les collections des plus fortunés vont commencer à s'exposer dans des galeries à Paris, ou dans ce qu'on appelle des cabinets de curiosités, qui rassemblent des œuvres d'art bien sûr, mais aussi, comme leur nom l'indique, toutes sortes de curiosités culturelles et scientifiques. En parallèle de la naissance de ces galeries parisiennes, des musées vont commencer à ouvrir à l'étranger, comme à Londres par exemple, où le British Museum va être inauguré en 1759. Mais en France, c'est la Révolution qui va tout changer. Comme vous le savez, les républicains vont saisir et nationaliser les biens et les domaines royaux, mais aussi ceux de l'Église et ceux des nobles qui ont pris la fuite. Et finalement, un inventaire des œuvres collectées va être établi, et en 1793, on va créer le Musée central des arts au Louvre, mais aussi le Musée des sciences et le Muséum d'histoire naturelle. C'est donc là le début des musées que nous connaissons. D'ailleurs, il faut savoir que dans les pays qui n'ont pas connu de telles révolutions, beaucoup d'œuvres appartiennent encore à des collectionneurs privés et sont souvent prêtées par ces derniers à des musées ou encore pour des expositions plus ponctuelles. Alors pour la suite de l'histoire, l'organisation des collections d'État va se poursuivre au XIXe siècle sous le Consulat puis le Premier Empire de Napoléon.
Napoléon qui, je le rappelle, va régner en tout et pour tout de 1799 à 1815 sur la France. Pendant cette période, de nombreuses grandes villes de France, mais aussi d'Europe, qui sont annexées par l'Empire, comme Bruxelles par exemple, vont recevoir le dépôt d'œuvres qui appartiennent à l'État français. Ces villes vont alors créer des musées pour les exposer. Finalement, cette politique d'organisation et de répartition des collections nationales dans les différents musées va s'amplifier, elle va se développer tout au long du 19e et bien sûr du début du 20e siècle. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, le développement des musées et surtout leur diversité va s'accroître. Notamment, on va voir la naissance de grands projets comme le Centre Pompidou, inauguré en 1977, le Musée d'Orsay en 1986, le Grand Louvre en 1989, ou encore plus récemment le Mucem à Marseille, inauguré en 2013, et le Musée des Confluences à Lyon, inauguré lui en 2014. Alors si les musées sont nombreux et s'ils existent depuis quelques siècles déjà en France, en réalité il faudra attendre la loi du 4 janvier 2002 pour qu'un statut spécifique définisse clairement les musées de France comme des institutions répondant à des critères culturels et scientifiques précis, des critères qui permettent de garantir la qualité des établissements bien sûr, mais aussi celle des œuvres présentées. En fait, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous rendre dans nos musées avec la garantie d'y trouver une programmation et des collections de grande qualité. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur l'origine de nos beaux musées et que bien sûr vous allez courir les visiter pour enfin redécouvrir la culture et ses chefs-d'œuvre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis bien sûr, je vous invite à consulter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour découvrir toutes mes visites de lieux d'histoire et de culture, et notamment d'expositions, et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et bien sûr ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.